Bonjour à tous, alors j'espère que ça fonctionne. Voici comme promis la partie 2 de ce cours de culture générale sur de la musique avant toute chose, donc qui correspond à mon PowerPoint numéro 5, dont vous avez la première partie qui normalement a déjà été publiée. Et donc nous reprenons aujourd'hui sur la deuxième sous-partie à propos des rapports entre musique et science, qui correspond donc à la slide numéro 25 sur ce PowerPoint numéro 5. Alors, par rapport à ce sous-thème de la musique vis-à-vis de la santé, je vous ai choisi quelques exemples contrastés pour vous faire un petit peu réfléchir sur les bienfaits, mais aussi, et peut-être surtout, sur les dangers que représente donc un mauvais usage de la musique. Mauvais avec tous les guillemets qu'il faudrait mettre, hein, parce que bon, ça se discute, on est d'accord, mais en tout cas, voilà, il y a certains risques associés à des écoutes particulières de la musique, et c'est de cela dont je vais vous parler dans cette slide numéro 26. En préambule de cette slide, je vous ai mis le lien d'un colloque sur musique et cerveau qui a eu lieu en mai 2014 à Dijon. Et donc je vous invite à aller consulter ce colloque qui est plutôt très bien fait, me semble-t-il. Donc voilà, n'hésitez pas à aller cliquer sur ce lien pour écouter ce colloque. Alors, par rapport au risque de la musique vis-à-vis de la santé, je vous ai pris le cas du coup du rock et je vais poser la question, est-ce que le rock et la santé sont incompatibles? Alors pourquoi cette question? Tout simplement parce que vos écoutes au casque qui peuvent être potentiellement intensives de musique très forte telles que le rock, le heavy metal, etc. eh bien montrent que ces écoutes intensives au casque peuvent avoir des conséquences délétères, des conséquences négatives, soit rapidement, soit au cours des années qui suivent. Et on voit au niveau de ces études que la population jeune a surtout donc des habitudes d'écoute musicale à risque qui créent des traumatismes auditifs à cause du coup d'une écoute prolongée de ces musiques au casque, et puis d'un niveau sonore trop élevé, d'un volume trop élevé dans ces casques d'écoute sur des périodes aussi trop longues. Et donc ces traumatismes auditifs peuvent être de l'ordre de l'hyperacousie, donc c'est quand on ne supporte plus les bruits normaux de la vie courante et qu'on les entend de manière beaucoup plus développée et de manière trop forte du coup. Et puis potentiellement des acouphènes, donc ce sont des bruits atypiques, type sifflement de cocotte minute et autres, que bourdonnement ou autres, que vous pouvez entendre dans votre oreille et qui en fait n'appartiennent qu'à votre oreille interne, qui n'existent pas à l'extérieur. Et donc ce sont des signes de traumatisme au niveau de votre audition, suite potentiellement à des écoutes musicales trop élevées et trop longues de musique type hard rock, etc. Pas uniquement, mais voilà, déjà d'emblée, ces musiques contribuent, lorsqu'on les écoute de manière trop forte, à développer ce type de pathologie. Et donc l'OMS nous le confirme en 2015, dans une étude de 2015, 1,1 milliard de jeunes dans le monde risqueraient une déficience auditive liée à l'exposition trop intense à la musique. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un arbitrage délicat à opérer entre le plaisir musical et le danger de ces pratiques d'écoute inappropriées. Et vraiment, on voit que du coup, ces phénomènes ont augmenté depuis que le Walkman a été commercialisé en 1979. Et donc ces problématiques se posent de plus en plus avec l'omniprésence du numérique et du son digital. Et l'idée que porter un casque serait
une marque, une distinction sociale à la mode, ça serait un cool factor comme on dit, et donc les gens et les jeunes en particulier auraient envie de porter ce casque et donc d'écouter de la musique de manière prolongée pour avoir l'air cool, de manière à se donner un style justement et attirer à soi un certain nombre de regards. Voilà, donc au niveau des volumes d'écoute des casques, il faut le savoir, hein, on flirte souvent avec des seuils de danger, au moins 90 à 100 dB, et donc c'est beaucoup plus qu'un le niveau sonore d'un marteau-piqueur. Donc forcément, plus les temps d'exposition à ces niveaux sonores s'étirent en longueur, plus le risque de traumatisme au niveau de l'oreille augmente. Voilà, vous savez tout sur les dangers d'une écoute prolongée au casque, et puis j'espère vous mettez bien en lien avec donc cette mode du casque, et puis cette mode aussi du mode d'écoute que l'on a tous plus ou moins adopté, écouter de la musique partout, tout le temps, en permanence, à des volumes de plus en plus forts grâce aux plateformes de streaming et au numérique qui permettent la démocratisation de la musique, on l'a vu la dernière fois dans la première partie du cours, mais aussi du coup augmente potentiellement des risques associés auxquels on n'avait pas forcément pensé. Voilà pour cette slide numéro 26. On poursuit par rapport au rock. Alors sur la slide 27, je vous ai mis quelques informations complémentaires sur le style rock, et notamment je vous ai cité un groupe Magma qui est sorti dans les années 70 et qui figure parmi les rares groupes de rock français dont la réputation aurait franchi les frontières de l'Hexagone. C'est aussi le seul groupe de rock à avoir inventé son propre langage, le cobayen, et à avoir inventé son genre musical à part entière, le zeul. Et donc pour vous illustrer ça, je vous ai mis également un lien de description de ces particularités du groupe Magma. Et donc je vous invite à aller consulter ce lien. Je vous ai mis un petit paragraphe sur l'aventure du groupe britannique Genesis, qui était le pionnier dans le genre du rock progressif, qui a été donc fondé par Phil Collins. Et donc ce groupe a commencé avec 5 membres et s'est achevé avec 3 membres uniquement, puisque chacun des membres l'ont quitté petit à petit, puisque les uns et les autres gagnaient en popularité à titre individuel. Et donc lorsque Phil Collins a décidé de prendre son envol par rapport à Genesis et de passer vraiment au chant solo, eh bien le groupe a fini de se déliter, a fini de disparaître. Donc vous voyez l'orientation du groupe a évolué, il est passé du rock à la pop, notamment en 1978 avec son premier vrai hit single qui s'appelle Follow You, Follow Me, et donc je vous ai mis un lien également pour écouter ce morceau si vous ne le connaissez pas. Autre petit point de complément sur la scène progressive allemande, qui est l'une des plus créatives en dehors de la Grande-Bretagne et en dehors aussi des Italiens qui sont très productifs dans ce domaine-là. Donc le groupe dont j'ai envie de vous parler dans cette slide, c'était les Kraftwerk. Et donc ces artistes ont été considérés comme visionnaires parce qu'ils étaient fascinés par les nouvelles technologies. Ils sont les pères d'un rock type minimaliste et robotique qui a influencé David Bowie et la vague New Wave. Donc voilà, je vous ai mis aussi un exemple de morceau de ce groupe Kraftwerk pour que vous puissiez découvrir ce groupe et cette scène progressive allemande. Je vous ai mis également pour illustration la couverture pop art
de leur disque The Man Machine, donc l'homme machine, pour que vous puissiez réfléchir et analyser, si vous en avez envie, cette couverture de disque pour vous entraîner à l'analyse d'images. On passe à la slide numéro 28 et ici j'ai envie de vous citer un auteur qui s'appelle David Christoffel et qui a travaillé sur les rapports entre musique et thérapeutique. Et donc il a écrit un livre à ce propos qui s'appelle La musique vous veut du bien, dont je vous ai mis la couverture aux éditions PUF sur la slide 28. Et puis donc je vous ai mis le résumé du livre ainsi qu'une interview de cet auteur qui est très bien faite également et que je vous invite à aller écouter. Donc je vous lis le résumé du livre. Des scientifiques qui testent l'effet d'une sonate de Mozart sur la productivité des vaches, des médecins qui utilisent la musique pour résoudre les problèmes d'éjaculation précoce. Ces anecdotes dressent un portrait réducteur des recherches médicales qui entendent exploiter les vertus thérapeutiques de la musique. Les bienfaits de la musique sont pourtant réels et la sagesse populaire ne s'y trompe pas. Que la musique ait de grands effets sur l'humeur et sur l'état général de chacun est une croyance répandue. Pour autant, s'il semble raisonnable d'aller chercher du réconfort dans la musique, il paraît plus hasardeux de confier son bien-être à certaines pseudosciences édictées sur le compte de musique bienveillante et bienfaisante. David Christoffel propose un tour d'horizon des théories à l'œuvre et s'interroge sur les risques qu'il y a à médicaliser son rapport à la musique. Et donc, pour avoir plus de détails sur son point de vue, eh bien, vous avez l'interview de l'auteur en lien dans la slide 28 à aller consulter. On en arrive donc à la partie, la troisième sous-partie, la partie petit c, qui renvoie à l'histoire de la musique. Et là, je vous ai mis une illustration que j'ai trouvée donc, sur le web qui reprend les principales périodes musicales depuis le Moyen-Âge jusqu'à la période contemporaine, avec les dates et des exemples de musiciens emblématiques de chacune de ces périodes. Je vous renvoie également pour complément à la fiche focus de la musique avant toute chose que je vous ai transmise par mail. En complément, sur la slide 30, je vous ai mis également un tableau récapitulatif des périodes et des styles musicaux auxquels ces périodes correspondent et donc également les photographies des différents compositeurs, musiciens emblématiques de ces époques. Là aussi, ce tableau, je l'ai récupéré sur internet, donc j'espère que vous le verrez suffisamment et que voilà, cela ne posera pas de problème en termes de présentation et de lecture. On en arrive à notre troisième grande partie sur les musiques du monde. Alors là, je vous renvoie au TD numéro 9 qui comporte un tableau comparatif des musiques du monde avec différents types de musique, la musique chinoise, la musique celtique, la musique arabe, la musique indonésienne, etc. Pour que vous puissiez donc apprendre ces différentes caractéristiques. Et puis, pour développer cette question autour des musiques du monde, eh bien, je vous invite à aller écouter l'interview que j'ai réalisée avec Elsa Hill, qui est donc accordéoniste et qui est la fondatrice et la présidente de l'association à l'ouest des Balkans. Et donc cette interview a été réalisée le 2 mars 2021 et je l'ai publiée du coup en ligne sur le blog de Culture Générale pour une consultation libre. N'hésitez pas à aller écouter cette interview et à revenir vers moi si vous avez des questions. Merci. Quatrième sous-partie, on va aborder rapidement la fonction de la musique à travers la notion d'expérience individuelle et d'expérience collective. Pour travailler ces notions, je vous renvoie en termes d'entraînement au TD numéro 7 sur émotion et silence, pour lequel vous avez des exercices donc autour d'un corpus et donc un sujet d'écriture personnelle.
Vous avez à la fois de la synthèse, à la fois de l'écriture personnelle à traiter et à écrire au niveau de ce TD numéro 7 pour pouvoir vous entraîner. Là encore, je vous enverrai les corrections dès qu'elles seront prêtes, et ceci d'ici quelques jours normalement. Dans cette slide numéro 32, je vous ai mis donc le lien YouTube de la bande-annonce du film, Accords et désaccords, ainsi que son affiche de film, puisque donc Accords et désaccords a été écrit et réalisé par Woody Allen, et ce film faisait partie du référentiel du ministère sur votre thématique. Donc voilà pourquoi je vous ai choisi ce film en particulier, pour développer un petit peu la question de l'expérience individuelle et de l'expérience collective de la musique. Alors, pour vous présenter ce film, je suis allée sur un site, l'Ennéagramme, qui donc reprenait le contenu du film et reprenait notamment les dialogues de ce film. Et donc, je vous ai mis le lien de l'article que je vous ai reproduit sur ce PowerPoint de cours, et donc vous pourrez lire vraiment les dialogues entre les personnages, et notamment entre Emmett Ray, qui est le personnage principal de ce film, qui est un guitariste professionnel qui rêve de concurrencer son idole Django Reinhardt, donc guitariste de jazz, et du coup c'est l'histoire et la vie d'Emmett Ray qui est relatée par Woody Allen dans ce film, et notamment à la fois son parcours de musicien atypique, exceptionnel, et sa difficulté à vivre de sa passion et à se faire reconnaître dans les différentes scènes de cabaret où il va tenter sa chance. Et on voit finalement à travers ce film, et à travers aussi ses rencontres amoureuses, notamment avec donc une femme qui s'appelle Blanche, que la musique est véritablement sa seule passion. Il est vraiment dépendant, accro à la musique, à la virtuosité musicale dans le jeu dans son jeu de guitariste. Et finalement, ce film montre qu'on peut vivre, on peut au moins essayer de vivre de sa passion, et trouver vraiment à la fois du réconfort dans la musique et à la fois en souffrir, parce que lorsque la carrière ne décolle pas, eh bien le musicien en question passe par tous les affres de l'inquiétude, de la tristesse, de la douleur, et puis du doute sur son avenir en tant que musicien professionnel. Voilà, donc je vous inviterai à regarder, à lire en autonomie ces échanges que j'ai donc recopiés, repris, c'est volontaire, du site Ennéagramme, dont vous avez le lien en source dans la slide numéro 33. Je vais y arriver. Donc vous avez la suite de ces échanges entre Emmett et Blanche, notamment dans la partie où il cherche à la séduire, pour montrer que finalement c'est un personnage entier, passionné de musique, mais aussi passionné de femmes. Et donc vous verrez que les deux sont liés, et les deux le font souffrir dans ce film. Donc c'est la suite de ce dialogue en slide 34, 35, 36. Et pour la slide 37, on passe donc à l'expérience non plus uniquement individuelle, comme c'est le cas à travers l'étude de ce film, Accords et désaccords de Woody Allen, mais à l'expérience plus collective de la musique. Et pour réfléchir à ces aspects d'expérience collective de la musique à travers donc le montage de groupe des musiciens, à travers le fait qu'ils voyagent, qu'ils produisent des concerts, qu'ils produisent des CD, des enregistrements, soit en auto-production, soit avec des maisons de disques, eh bien, je vous invite à aller écouter l'entretien que j'ai réalisé donc pour vous avec
le chanteur HK, Kadour Haddadi, qui donc a été enregistré et mis sur YouTube le 1er avril 2021. Et dans cette interview, ce chanteur au grand cœur nous présente son parcours, nous explique un petit peu sa vie de musicien, son expérience individuelle de la musique et aussi nous raconte un petit peu des anecdotes en termes de pratique collective de la musique à travers ses concerts, etc. Donc véritablement pour développer l'expérience individuelle mais aussi l'expérience collective de la musique, les entretiens de HK, donc Kadour Haddadi et de Elsa Hill sont très indiqués pour nourrir votre réflexion sur ces deux types d'expériences de la musique. Et puis pour compléter, eh bien sûr, je vous renvoie au dernier TD que je vous propose pour cette année, le TD numéro 8 sur musique et politique et le TD numéro 9 sur les musiques du monde par rapport à la musique de masse et également à la fiche focus de la musique avant toute chose. Vous avez tout ça par mail qui vous a été envoyé précédemment. Voilà pour cette slide numéro 37 qui m'amène maintenant à la slide numéro 38 qui correspond à une petite conclusion sur votre thème de la musique. Alors pour conclure ce cours en relation avec ces différents supports dont je vous parlais, que ce soit les TD, que ce soit les interviews, que ce soit ces PowerPoint, que ce soit le blog, etc. Et bien tout ça nous a permis de montrer que la musique, au travers de son histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, est avant tout un langage universel qui s'accommode aussi bien aux autres arts, la danse, la peinture, les lettres, le théâtre, etc., qu'à la variété des époques et qu'à la variété aussi culturelle des individus, qu'ils soient pris isolément ou qu'ils soient pris collectivement. La musique est donc source de culture commune, à la fois en termes de spécificité, donc par rapport aux musiques du monde, et en termes de communauté également. Donc on a vu donc vraiment l'aller-retour entre l'expérience individuelle et l'expérience collective que permettait la musique, qui permet également de développer l'aspect culturel tant par les personnes elles-mêmes, les musiciens eux-mêmes, que par ce qu'ils produisent, donc la musique, et puis tous les enregistrements, CD, plateformes de streaming, etc., que ça peut générer, sans oublier la promotion que représente tout ce qui est concerts, émissions, etc. Donc tout l'aspect médiatique que ces musiciens peuvent mobiliser pour à la fois se faire connaître et à la fois véhiculer des messages et des cultures particulières au travers du médium universel qu'est la musique. En effet, la musique est un moyen de se connecter à l'altérité, aux autres, pour construire notre goût, nos combats et construire donc notre ou nos identités à chacun et à chacune. À l'heure actuelle, donc on est une génération qui est catégorisée par trois termes potentiellement, le son, le stress et les sentiments. Ces trois termes se retrouvent notamment dans la période actuelle parce qu'on est touché, comme vous le savez, par la crise sanitaire qui met la musique au centre dans le sens où elle nous aide à surmonter ce triptyque, son stress, sentiment. Et cette musique, qu'elle soit classique, donc potentiellement élitiste, ou qu'elle soit populaire, de la pop à l'électro en passant par le scratch ou le heavy metal. Le scratch, ce sont les artistes qui travaillent la musique électronique à travers des platines notamment. Et bien, quel que soit le style de musique, finalement, elle est apparue notamment dans cette période compliquée comme un lien social privilégié, comme un remède avec des effets thérapeutiques apaisants et comme un message politique, écologique, économique, sociétal, sanitaire très très fort. En tout cas, ça a permis de rassembler
les gens, les générations et les différentes cultures et les différentes origines, ce qui était quand même assez puissant dans la période actuelle. Ce qui permet de confirmer cette analyse, c'est de dire que la musique est bel et bien cette double expérience individuelle et collective. Et c'est ce qui fait sa force à part entière. En termes d'enjeux, on peut se demander si on est en train de basculer quand même dans une ère de surstimulation au niveau visuel. On peut penser à Instagram et on peut se demander si on n'est pas en train de justement contrebalancer cette surstimulation visuelle par une nouvelle ère qui serait dominée par le son. Avec les plateformes de streaming, TikTok qui prend son envol aussi et qui prend en charge de la musique. En tout cas, voilà, on pose la question de savoir si on n'est pas en train de basculer d'une ère du visuel à une ère du son. Et on pourrait potentiellement répondre par l'affirmative, mais c'est qu'une hypothèse, hein, et cette hypothèse, elle se nourrit du fait que la musique se démocratise grâce aux outils numériques, comme on l'a vu à travers ce cours, et comme vous l'avez pu le travailler aussi dans vos différents exposés. Cet outil numérique qui facilite la création musicale et la diffusion de la musique. Néanmoins, on a vu aussi que cette démocratisation, elle comportait un ou plusieurs risques. Le premier risque, c'était le fait d'avoir une musique standardisée, qui soit un petit peu toujours la même et qui façonnerait un petit peu nos goûts de manière collective. Néanmoins, avec les interviews, on a vu que le numérique, et notamment les vidéos, etc., était une chance, puisque ça permettait le dialogue, ça permettait de véhiculer et de faire réfléchir sur la variété des cultures, la variété des temps, la variété des luttes et la variété des influences des uns et des autres. Et donc, finalement, le numérique est à la fois chargé de positivité et à utiliser avec conscience, hein, à utiliser en conscience pour que finalement la modernité musicale nous permette un dialogue culturel et sociétal toujours plus riche et toujours plus renouvelé au cours d'aujourd'hui, au cours du temps bien sûr. Et on a pu le constater au travers de la musique vivante véhiculée par donc le chanteur HK et puis véhiculée aussi par Elsa Hill et son association à l'ouest des Balkans. Voilà pour cette petite conclusion. C'est la fin de ce cours et donc je tenais à vous exprimer tout le plaisir que j'ai eu à vous faire ce cours. Et puis vous remercier aussi pour l'écoute de ce fichier. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous répondre. Je reste à votre disposition et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, beaucoup de réussite dans vos examens et puis on reste en contact si vous avez des questions. Je vous remercie. J'espère à bientôt. Au revoir. Ah, dernière chose, pardon. J'ai mis aussi donc les sites, la bibliographie, les sites et les films que j'ai utilisés pour construire ce cours. Et donc j'espère ne rien avoir oublié dans ces références. Donc vous l'avez en slide 40 et vous avez les sites en slide 41 qui sont répertoriés et au minimum elles étaient mises aussi ces références dans les slides, mais je crois avoir tout répertorié dans cette bibliographie en espérant ne rien avoir oublié. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation à tous. À bientôt.